C'est difficile de choisir des exemples quand on parle d'opéra, parce qu'évidemment, dans l'idéal, il faudrait écouter les opéras en entier pour en avoir une idée générale. Et c'est bien sûr la chose principale que je vous recommande de faire. Faites-vous une petite session pour le plaisir Opéra Rossini un week-end en regardant sur Medici TV par exemple, ou pourquoi pas de Bellini ou de Donizetti également. Mais on va quand même considérer 3 partitions pour voir un petit peu dans le détail les caractéristiques que j'ai essayé de mettre en avant dans les dernières vidéos. La première de ces partitions, c'est Armida, opéra seria. Je vous rappelle que Rossini est connu comme essentiellement compositeur d'opéra buffa, mais il a aussi écrit des opéras seria qui étaient tout aussi appréciés à l'époque. Je vais prendre cet exemple cependant un petit peu tiré de nulle part, dans le premier acte d'Armida, page 51, du PDF, pour parler de virtuosité vocale, écrite sur la partition. Bon, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est une réduction pour piano, bien sûr, la voix est accompagnée par l'orchestre. C'est un duo d'amour, hein. Rinaldo, Renaud commence, Armida va lui répondre et les deux vont se joindre un peu plus tard. Et pour parler d'harmonie, si vous écoutez la scène, vous verrez ici le rythme caractéristique de Rossini, très simple, qui commence. L'harmonie, on va justement en parler, les motifs d'accompagnement minimalistes et la virtuosité vocale, centralité de la mélodie. Bon, donc c'est assez caractéristique de Rossini. Mais en même temps, cette virtuosité vocale est écrite sur la partition et à certains moments, comme ici, il n'y en a pas. Là, Rossini a écrit une ronde, il veut une ronde, parce que pendant ce temps, il y a l'orchestre, les violons, je crois, qui font quelque chose. Et c'est quelque chose-là qu'on doit entendre. Raison de plus, après, on reprend le même motif et il est orné. Donc, il écrit la virtuosité sur la partition de façon à ce qu'il y ait une construction dans le sens du principe de crescendo. Pardon. Vous le verrez aussi à la fin où on reprend 3 fois la même cadence et où à chaque fois, elle est un petit peu plus ornée. 2 fois la même cadence, mais où elle est ornée à chaque fois un peu plus en effet. Alors, harmoniquement, je ne suis pas chanteur professionnel, donc je ne vous fais pas une démonstration vocale, mais je ne voudrais pas faire que le piano. Donc, pour que vous ayez une idée, j'ai tout de même chantonné la voix de Rinaldo. Tonique. 5-7. Si j'ai bien lu. Et on revient à 1. Et à partir de là, motif de violon. J'arrive pas à lire la suite de la phrase. Bref, motif de violon. Et puis harmoniquement. Faites l'analyse harmonique, vous en avez pour 10 secondes. 1, 2, 6, 5, 7, 1. Cadence parfaite. Et qu'est-ce qu'on fait après? On la répète, mais on le redonne plus. Voilà, première cadence. Attention, on va moduler à la dominante. 5 au 4-3. Et là, vous avez la preuve que Rossini est capable de faire des choses un peu subtiles. C'est globalement une cadence en si bémol, la dominante, mais elle est très chromatique, très mozartienne. Je regarde la partition. Vous attendez la résolution, mais il va faire une sorte de cadence imparfaite, pas vraiment évitée parce que c'est un 1, mais le 1 est en 6. Et ça, c'est ce que j'appelle, je ne sais pas si c'est agréé par les musicologues, mais ce que j'appelle personnellement la cadence Rossini. Vous allez voir. Écoutez plutôt, je ne rechante pas la ligne vocale parce que je vais peur d'être ridicule, mais en fait, en gros. Bref. Et une grande cadence. Contourne le fa, c'est intéressant. Voilà, on a une autre cadence. Donc si vous faites l'analyse, 1 en 6, 2 en 6, 5 avec 6, 4, et là où on attend la résolution, 5, 1, vous avez de nouveau 5 en 2, ce qui permet de faire boucler la cadence sur elle-même. Au lieu d'avoir la cadence 1, 2, 5, 5, 1, vous avez 1, 2, 5, 5 en 2, et on recommence. 1 en 6, 2 en 6, 5 avec 6, 4, 5 en 2, et on recommence. 1 en 6, etc. Et vous pouvez faire ça pendant des heures. Et quand c'est la vraie cadence, c'est l'occasion d'avoir un vrai trait de virtuosité, comme vous l'avez ici. Et enfin, la véritable cadence sur 1. Vous avez un joli petit résumé des moyens, notamment harmoniques et vocaux virtuoses, mis en œuvre par Rossini dans la plupart de ses œuvres, dans cette page. En tout cas, je trouve que c'est un exemple intéressant.
Deuxième exemple, cette fois tiré d'un opéra buffa, la Cenerentola, c'est-à-dire Cendrillon. Il s'agit d'un air comique, d'une basse bouffe. Le personnage de Don Magnifico, c'est tout au début du dernier acte. Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire en détail, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que c'est le méchant père de Cendrillon, père adoptif, qui a, ou pas, enfin bref, qui a deux filles principalement qu'il aime, et il se dit, peu importe laquelle des deux filles, il y en a une des deux qui va épouser le prince, et moi je vais devenir un grand personnage de la cour. Et il est tout content, il est tout émoustillé parce qu'il va devenir un grand personnage, il aura des serviteurs et tout le monde va l'écouter et se tenir devant lui en lui proposant toutes sortes de choses et il pourra les envoyer péter. Et bref, il va pouvoir jouer le grand personnage. En plus, il a un peu trop bu, donc c'est une scène comique manifestement où ce personnage plutôt négatif en fait dans l'opéra se rend complètement ridicule. Alors, ce que je vous propose vivement de faire, c'est d'écouter cette scène. Vous trouvez le lien ici, et de vous poser la question, quels sont les moyens techniques que Rossini utilise pour créer le ridicule et le comique en général dans cette scène. C'est intéressant à remarquer parce que certains sont très évidents et d'autres sont beaucoup plus subtils. Donc je vous recommande vraiment cette expérience. Je le fais généralement avec mes étudiants en classe. Là, je ne peux pas. Donc c'est à vous de le faire si vous le souhaitez. Faites pause et allez l'écouter. C'est pas très long. Et en espérant que vous l'ayez fait, je vais faire mon petit commentaire. Un des effets comiques typiques se manifeste dès le début, et justement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est assez subtil, c'est dans l'orchestration. Vous avez un motif de fanfare forté particulièrement noble qui conviendrait à un roi ou à un empereur, et qui tombe complètement à plat, dès la deuxième phrase, avec les cordes qui dégringolent. C'est une illustration en quelques mesures de ce personnage qui veut faire le grand personnage, le grand seigneur, mais qui en fait est vide de fond, qui n'a pas vraiment de stature. Bon, ensuite, on commence. Vous remarquerez en général, parce que je ne vais pas pouvoir le remarquer tout le temps, l'accélération du rythme et de rythme harmonique. Ça commence très tranquillement, peu importe laquelle de mes filles, etc. Bon. Et puis, avec l'orchestre, il fait vous avez des motifs de marche qui apparaissent assez souvent. On aura plus loin des motifs de cirque, pratiquement, ou de musique folklorique. Mais là, c'est de nouveau un petit peu l'idée de la parodie de musique militaire. Le texte est aussi pourvu de rythme pointé, marche d'harmonie, là aussi. La virtuosité à contre-temps, hein, sur les moments faibles du texte. Les corps, qui font ces motifs, comment dire, presque de chasse au loin. L'accent complètement à côté du texte est sur un deuxième temps, comme s'il ne savait pas parler, ou il boite d'une certaine manière. Bref. On répète la même chose, un motif essaye de se créer, et c'est un motif très simple avec des accompagnements vraiment 1-5-1 et comme vous voyez avec des arpèges, souligné par les bois en l'occurrence, et les corps qui font ploum, ploum, ploum à contre-temps. Très rapide à la pointe, et souligné par ses fortés. Et puis alors, un des effets comiques les plus évidents, c'est le texte qui est débité à toute vitesse, et qu'on va retrouver même de façon encore plus spectaculaire plus loin. Bon, je ne vais pas commenter chaque mesure non plus, on commence à moduler un petit peu. Là, c'est un joli passage justement modulant, qui finit par revenir à la tonalité originale, avec une magnifique cadence parfaite. Qu'est-ce qui va répondre? Un autre motif qui apparaît, accompagné par les clarinettes, qui auront un rôle important à la fin de la scène. Reprise de ce qu'il y avait avant, mais dans la nouvelle tonalité, Ré majeur. De nouveau, le motif qui réapparaît, mais il était transposé en Ré majeur. Et puis cette fois-ci, un autre effet comique très évident, falsetto, c'est-à-dire que la voix chante, comme c'est écrit là, à l'octave supérieure, mais avec une voix de foncée, en voix de tête, toujours sur un motif de corde, et toujours en balançant le texte à toute vitesse. On repasse en mode récitatif. De nouveau, une petite modulation, on se retrouve en Fa majeur. C'est très parodique comme passage en fonction du texte. De nouveau, l'accent à contre-temps, etc., etc. Et puis voilà, la musique folklorique tyrolienne qui apparaît, avec un motif de clarinette, les bassons à contre-temps, basé sur une appoggiature, en tierce, qui fait vraiment musique champêtre, qui est complètement irrésistible, et sur laquelle, progressivement, la voix va commencer à faire les 24 heures de la virtuosité rythmique, hein, sur un texte en italien, il vaut mieux être italophone pour le réaliser. Et ce que je trouve assez intéressant sur ce genre de motif, bon, il s'arrête au milieu du texte sur ciuccio, un suçon, hein, ou quelque chose du genre. Manifestement, il y a l'effet ridicule du mot, avec l'orchestre qui fait une cadence très grandiloquente par ailleurs. Et puis voilà. Ce que je trouve très intéressant, vous voulez dire, c'est que là où la voix commence à faire plus que des notes répétées, évidemment, mélodiquement, elle n'a plus beaucoup d'intérêt. Il y a juste le caractère comique de cette voix
qui débitent des croches ou des doubles croches très rapidement, mais c'est l'orchestre qui prend le rôle principal, qui a repris le motif qu'on avait tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on va beaucoup voir dans la suite du romantisme, c'est l'orchestre qui porte le discours essentiel. Les thèmes, si vous voulez, se trouvent à l'orchestre. Ici, c'est essentiellement pour un effet comique, mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir déjà cette idée chez Rossini. On parle de centralité de la mélodie, dans ce passage, c'est pas vrai. L'élément mélodique central, il se trouve à la petite flûte, aux petites flûtes, au piccolo et aux clarinettes éventuellement, qui font un accompagnement rapide, etc. Et puis alors, la montée harmonique, crescendo, on se demande quand il respire, le pauvre. Voilà, basta, basta, il était temps. Et puis alors là, vous avez l'exemple parfait. 1, 5, 1, 5, 1, progression, Do. Je m'excuse, je me suis trompé. Là, on a la tonique, pardon. Tonique, 1, 5, 1, 5, 1, grande progression. Disons, ça sent la fin. Vous ne pouvez pas faire autrement que de comprendre que ça va être la fin à partir de 7, un petit peu plus haut. Et on a une cadence qui va être répétée, qui va tourner en boucle, et à chaque fois un petit peu plus accélérée. Là, c'est répété. Là, on avait, voilà, les cadences. Ici, on n'a plus que 1, 5, 1, 5, 1, 5, 1, 5, vlan. Et à ce moment-là, c'est fini, et c'est l'orchestre qui finit avec ses doubles croches, répéter la scène. On a donc, voilà, le point culminant dont je parlais, on a une accélération générale en vue de ce point-là, la fin de la scène. Accélération du rythme harmonique, accélération du rythme tout court, et accélération de la virtuosité, plus en l'occurrence de l'orchestration, qui se retrouve entièrement utilisée vers la fin de cette scène. Je vous encourage aussi à écouter, je ne vais pas le commenter en détail, la fin de la Cenerentola, c'est-à-dire la fin de cet acte qu'on est en train de voir. Je regarde juste dans la partition ce final d'acte, que vous pouvez même regarder dans une version filmée que j'ai mise sur le site de la bibliothèque, qui est pas mal faite du tout. Et vous verrez comment une scène se construit globalement, avec le principe d'accélération formelle, justement, d'accélération rythmique, d'accélération harmonique, et les répétitions. En particulier, à partir du moment où le chœur est présent en l'occurrence, à partir du moment où Cendrillon va entrer, elle va passer par différents passages. Il vient d'avoir le coup de théâtre, le prince vient de se révéler, et Cendrillon lui demande « Pardonne mon père et mes deux sœurs, voilà que mon mariage commence par un acte de pardon », parce que le prince était vraiment pas très content. Voilà, c'est ce qu'elle demande ici. Et on commence une section mélodique, plutôt calme, plutôt lente, virtuose, comme vous le voyez. Effectivement très virtuose. Elle se termine ici. Suite à quoi, le tempo accélère, la scène se poursuit. Une très jolie modulation, elle est vraiment pas mal celle-là d'ailleurs. Vous êtes sur une septième de dominante avec ensuite le do bécard de mi, on pensait mi majeur, finalement mi mineur, et puis soudain on a ré bécard. Ça crée une sorte d'infléchissement de la phrase qui est assez sympa. Et voilà, le chœur qui revient, on est dans un final d'acte, le chœur va se joindre à la voix. Comme vous le voyez ici en train de se produire. Mais on n'a pas encore eu le dernier air véritable de Cendrillon. Le voici qui commence là, et vous entendrez 3 fois la même chose, chantée au fond, mais avec des variantes. De nouveau très simple, accompagné sur mi majeur, c'est très facile à analyser. Voilà la première fois, réponse du chœur à laquelle Cendrillon se mêle. Puis vous avez la deuxième variante qui est légèrement plus ornée. Il faudrait vraiment l'écouter en même temps qu'on fait le commentaire, ça aurait beaucoup plus de sens. Comme vous le voyez, plus orné, progression. De nouveau le chœur qui répond, avec le même motif. Et troisième version beaucoup plus ornée, et où Rossini a l'intelligence de changer le rythme de l'accompagnement et aussi l'harmonie, de façon à ce qu'on sent que c'est la bonne. Il y a eu déjà 2 répétitions, la troisième fois sera la bonne, et la dernière. Et cette fois-ci, la reprise du chœur est encore beaucoup plus ornée par des énormes guirlandes du la aigu au sol grave, une autre forme de virtuosité, simplement la tessiture, sans compter les sauts d'octave ici. Bon. Toujours sur une harmonie très simple et un accompagnement orchestral qui, comme dirait Stravinsky à propos de Verdi, se résume à une grande guitare. C'est un grand instrument d'accompagnement. Et puis, vous allez de nouveau avoir l'accélération finale, l'accélération rythmique et harmonique, ça se voit là assez bien aussi, avec des 1 et des 5, qui vont être de plus en plus rapprochés. Et on va chercher le si aigu une première fois. Je crois que j'ai loupé la deuxième fois. Zut, bon, ben, croyez-moi, il y a une deuxième fois. Et puis enfin, de nouveau, une cadence accélérée. Et c'est l'orchestre qui, de nouveau, termine la scène.
Il vaut presque mieux l'écouter sans partition, pour voir l'effet que cela produit, en l'occurrence ce final d'acte et ce final d'opéra, et pour voir comment la scène est construite sur le long terme, comment il y a des rebondissements, comment cette solita forma est créée, même si là on est dans un final d'acte, est créée à partir d'infléchissements de tempo et des crescendo de rythme et d'harmonie. Voilà, je pense que ça suffira pour ce qui concerne l'opéra italien, avant bien sûr de venir à Verdi, qui sera un sujet important de notre cours. La semaine prochaine et dans les vidéos suivantes, on parlera de ce qui se passe en Allemagne, bien sûr, qui est un peu le pendant de ce qui se passe en Italie, et on fera aussi un détour par la France, et notamment par le grand opéra de Meyerbeer.